Bienvenue à la Galerie Heitz, au Palais Rohan, siège des musées de la ville de Strasbourg. J'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter l'exposition Goethe à Strasbourg, l'éveil d'un génie, organisée à l'occasion du 250e anniversaire du séjour du jeune homme à Strasbourg entre 1770 et 1771. Derrière moi, vous pouvez apprécier un tableau exceptionnel prêté par les musées de Weimar, qui est le plus ancien portrait connu de Goethe, qui est âgé alors d'à peu près 25 ans, quelques années après son départ de Strasbourg. On voit un jeune homme en pleine possession de ses moyens, conscient de son importance, probablement en train de contempler son propre reflet dans ce portrait silhouette qu'il tient dans la main. C'est un portrait d'un homme assuré, d'un homme certain de son importance, ce qui n'est pas le cas du jeune homme quand il arrive à Strasbourg, où il est encore inconnu du grand public et où tout reste à construire dans sa carrière. Les documents et les manuscrits exposés ici derrière moi viennent tous du riche fonds Goethe de la BNU et ils marquent justement les traces les plus importantes du séjour de Goethe à Strasbourg. Le premier document est l'inscription de Goethe, jeune étudiant arrivant à Strasbourg, dans le registre de l'université de droit. Le document suivant, ce sont ses thèses qu'il a donc rédigées après seulement 1 an à Strasbourg et qui couronnent son séjour strasbourgeois puisqu'il était venu pour terminer ses études de droit qu'il n'avait pas pu terminer auparavant à Leipzig. Contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, Goethe n'était d'ailleurs pas docteur en droit, mais il avait passé une licence. Ceci dit, il a laissé ce titre circuler toute sa vie avec une certaine bienveillance. Les autres documents que vous voyez ici sont des manuscrits et vous avez notamment un très beau manuscrit qui est un brouillon de lettres qui est en fait la seule preuve de sa correspondance qui ait été conservée. Toutes les autres ont été détruites. On parle bien sûr là de la correspondance avec Frédéric Brion, son grand amour strasbourgeois. Ce brouillon de lettres est tout à fait intéressant parce qu'il commence sur un ton extrêmement conquérant et séducteur et il va finalement se raviser et envoie une lettre beaucoup plus consensuelle ensuite. Une lettre qui pouvait être lue à la fois par l'objet aimé mais aussi par toute sa famille, ce qui était à l'époque le plus souvent la règle. Et un dernier manuscrit qui s'inscrit dans cette période, c'est le manuscrit des chansons populaires recueillies par Goethe en Alsace, sous l'influence de Herder. À cette époque, donc, Goethe était à la recherche, à travers ses chants et ses contes populaires, d'une sagesse et d'un génie qui serait resté à son état le plus pur, conservé dans la mémoire du peuple. Par un formidable hasard de l'histoire, quelques semaines après l'arrivée de Goethe à Strasbourg, il va être le témoin d'un événement majeur, un événement public, l'entrée de la dauphine à Strasbourg, future Marie-Antoinette, qui rentre pour être officiellement remise aux autorités du Royaume de France. Alors c'est un événement qui fait l'objet de tout un décorum. La ville est habillée, des constructions éphémères sont établies et Goethe va pouvoir visiter ces monuments et va en faire toute une relation très précise dans son autobiographie. Cette relation est l'occasion pour lui d'évoquer le protocole, comment tout ceci s'est mis en place, qu'on peut un petit peu percevoir dans le film de Sofia Coppola consacré à Marie-Antoinette. Et dans son autobiographie, c'est assez savoureux puisque Goethe se permet des petits coups de griffe aux décorateurs français, puisque dans l'architecture éphémère qui a été établie sur l'île aux Épis, donc entre Strasbourg et Kehl, des tapisseries et des décors étaient mis en place. Et une de ces tapisseries va retenir l'attention du jeune Goethe, puisqu'elle représente Jason et Médée, donc la scène mythologique de Jason et Médée, Médée étant aux yeux de Goethe la pire incarnation qui soit du mariage, puisque Médée va devenir folle après des soupçons d'infidélité de son mari Jason. Donc Goethe se permet de dire que accueillir une future jeune mariée en la plaçant devant une représentation de Jason Médée est une énorme faute de goût. Dans la deuxième section de l'exposition consacrée au séjour de Goethe à Strasbourg, nous avons voulu resituer un petit peu le contexte dans lequel il a pu évoluer, l'ambiance, l'atmosphère qu'il a pu percevoir et qu'il évoque assez précisément dans son autobiographie. Alors, la ville de Strasbourg a été choisie par le père de Goethe parce que c'était une ville cosmopolite, déjà,
entre France et Allemagne et que son père le destinait à une carrière de diplomate. Donc il pouvait pratiquer son français et se confronter, un petit peu comme un étudiant Erasmus, à une culture un petit peu différente. Alors la vie à Strasbourg dans les années 1770 est une ville faite de promenades, d'agréments, de pratiques aussi artistiques et culturelles pour le jeune Goethe, l'escrime, la danse. Et la mode à Strasbourg était une mode un petit peu à la française. On s'habillait comme à Paris avec des costumes chatoyants qu'on présentait à l'occasion de promenades, qu'on démontrait dans des endroits comme le parc du Comtade ou comme le Wacken. Autant d'endroits d'agrément que Goethe va fréquenter et dont il va restituer un petit peu l'ambiance. L'œuvre que vous voyez derrière vous s'appelle Von Deutscher Baukunst de Goethe, donc de l'architecture allemande. C'est une œuvre tout à fait considérable de Goethe puisqu'elle a été rédigée en 1773, soit à peine 2 ans après son séjour à Strasbourg. C'est une œuvre donc qui a été complètement inspirée par la cathédrale de Strasbourg. Goethe a une vision extrêmement originale de la cathédrale. Il en fait ressortir le génie créateur et inspirateur de son architecte Erwin von Steinbach, auquel il dédie le livre. D'après Goethe, et il est en cela inspiré des théories de Herder, le génie d'Erwin von Steinbach parvient à transformer cet édifice extrêmement massif et chargé de la cathédrale, chargé en divers reliefs et sculptures, en une œuvre extrêmement inspiratrice et extrêmement réussie et beaucoup plus légère et harmonieuse que ne pourrait le laisser penser la considération de ces différentes parties dans le détail. Au moment où Goethe découvre la cathédrale, en avril 1770, le bâtiment ne se présente pas tout à fait sous la même physionomie qu'actuellement. Et vous pouvez voir derrière nous un dessin qui présente la situation telle que Goethe l'a découverte, c'est-à-dire un bâtiment qui est flanqué sur ses côtés nord et sud par d'innombrables bâtisses, des petites boutiques qui ont disparu quelques mois après le départ de Goethe dans le cadre d'un grand projet de transformation du bâtiment par l'architecte Goetz, qui prévoit de faire disparaître ces bâtisses au profit de galeries qui sont construites donc à la fin du XVIIIe siècle en utilisant un vocabulaire gothique. Donc ces bâtisses, ces galeries sont considérées actuellement comme une des toutes premières constructions néo-gothiques de l'histoire de l'art. Le tableau que vous voyez derrière moi est le tableau de Johann Gottfried Herder. Herder est la figure la plus marquante que Goethe a rencontrée à Strasbourg. À l'époque du séjour de Goethe à Strasbourg, Goethe est un jeune homme, un jeune étudiant talentueux, ambitieux, charismatique, mais qui n'a encore rien publié. En revanche, Herder, de quelques années seulement son aîné, est déjà un écrivain reconnu qui a publié de nombreux essais qui ont été très remarqués. Dès le départ, Goethe se sent attiré par Herder, qui va devenir son mentor, et qui va lui faire comprendre le grand intérêt d'un certain nombre d'œuvres majeures qui vont structurer ensuite toute la pensée de Goethe, notamment Shakespeare. Shakespeare va devenir pour Goethe une figure tutélaire, inspiratrice, et ça va être aussi pour lui le grand représentant du génie en littérature. C'est aussi sous l'impulsion de Herder que Goethe va commencer à s'intéresser au génie populaire et notamment se lancer dans une entreprise qu'il accomplira pendant son séjour à Strasbourg, c'est-à-dire la collecte de chansons populaires qu'il va récolter en interrogeant les vieilles femmes à la fois à Strasbourg et aussi dans toutes les campagnes environnantes et en particulier à Sesenheim. La dernière partie de l'exposition que vous pouvez apercevoir derrière moi est consacrée au lien très fort qui va se constituer entre la ville de Strasbourg et Goethe après son départ et qui va consister en une évocation récurrente de la présence d'un jeune homme qui va s'éveiller et devenir un génie de la littérature. Dès le 19e siècle, des célébrations vont intervenir qui vont avoir lieu quelle que soit, disons, l'autorité administrative, c'est-à-dire soit en France, soit en Allemagne. Donc avant 1870,
on convoque Goethe en disant que c'est dans un cadre français qu'il a pu s'éveiller au génie. Après 1870, donc pendant l'annexion, la situation va s'inverser. On va établir que Goethe vient à Strasbourg parce que c'est une ville qui a une tradition et un background germanique. Donc cette espèce de mouvement de balancier permanent fait de Goethe une sorte de figure permanente avec une sorte de poussée comme ça, de fièvre qui va intervenir après 1870 et également après 1940. Il y a un moment très important également, c'est 1932, qui consacre le centenaire de la mort de l'auteur, au cours duquel vont avoir lieu un certain nombre d'événements, dont la première exposition consacrée au séjour de Goethe en Alsace, déjà organisée par les musées de Strasbourg en partenariat avec la Bibliothèque nationale et universitaire.